un contenu pro avec une IA générative. Il y a plusieurs corps de métier, typiquement, qui ont des règles à respecter dans leur entreprise, qui peuvent pas faire ce qu'elle veut. Bonjour à toutes et tous, bienvenue. On va passer un petit moment ensemble pour parler de la certif IAG, la certif IAG, que l'on a déposée auprès de France Compétences il y a maintenant presque un an, en novembre 2024. Alors la certif IAG, donc sous le code du répertoire spécifique 6891, qui s'appelle, alors c'est un petit peu long, mais c'est comme ça avec France Compétences, produire et réviser du contenu professionnel multimédia en utilisant les outils d'intelligence artificielle générative de façon responsable. On peut un petit peu parler de cette certification, déjà savoir ce que vous faites vous en lien avec cette certification. Nous, au sein du pôle, alors Noémie, elle s'occupe plus des jurés. Donc c'est elle qui fait les entretiens d'embauche, recrute nos jurés externes. Donc à peu près combien aujourd'hui ? 20. Moi, je suis plus du côté de la certification des candidats. Donc je reçois leur candidature et je planifie leur évaluation. Donc gestion des sessions, disponibilité. C'est ça. Lien avec aussi Lien avec leur centre de formation. les OH et puis les jurés finalement. Ok. De toute façon, on touche un peu à tout. Tout est lié. Ouais. Donc quand tu dis OH, les organismes habilités. Voilà, ouais. donc ils sont habilités à former, former donc les on en apprenants. parlera après. Déjà, dans un premier temps, on pourrait rappeler les 5 critères de compétences de cette certification, donc à qui elle s'adresse. Et ça, c'est important parce que vous l'avez vu avec nous depuis qu'on s'est développé sur le sujet. On a toujours voulu mettre en avant les 5 compétences clés qui nous semblaient vraiment les plus pertinentes quand on commence à générer un contenu pro avec une IA générative. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais compétence 1, c'est comment choisir le bon outil. Donc, comment comprendre un petit peu l'environnement, tout ce qui existe. Et on se rend compte que c'est important aujourd'hui parce que y a plusieurs corps de métier, typiquement, qui ont des règles à respecter dans leur entreprise, qui ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Elles ne peuvent pas choisir ChatGPT pour ensuite analyser un dossier, un document, parce que y a des clauses d'indépendance ou de confidentialité dans leur entreprise. Donc c'est déjà un petit peu cette compétence 1 avant de rentrer tête baissée dans les outils. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que je peux utiliser. Ensuite, il y a la compétence du dialogue avec une IA, c'est ce qu'on appelle le prompting, mais de façon plus large. C'est pas que faire un prompt, c'est aussi être capable d'échanger avec une IA et d'arriver au bout d'une demande. Compétences 3 et 4, on est vraiment sur le cœur de l'assertif, à savoir comment je produis un contenu. Alors là, c'est large, c'est ça, c'est texte, image. Oui, ça exactement. peut être quoi d'autre ? Ça peut être une vidéo, ça peut être... On l'avait eu ça en session d'éval aussi. C'est pas Mm. que du contenu texte, des rapports et des présentations. On est vraiment de façon très large sur du contenu multimédia. Ça pour la compétence numéro 3. La 4 sur comment je révise un contenu. Ouais. Parce que on se rend bien compte, même vous et moi, que quand on génère un contenu avec une IA, le but du jeu, c'est pas d'avoir une génération parfaite dès le début. On va itérer, on va améliorer, on va réviser ce qu'on a généré. Ouais. Donc là, c'est le cœur de la compétence 4. La 5e compétence, qui elle a plus une connotation presque un petit peu éthique, voilà. C'est comment j'évalue mon usage et comment j'utilise l'IA générative de façon responsable. Ouais, et l'analyse des risques qu'on a pu rencontrer, en tout cas pendant son projet. Donc c'est tout un programme, donc 5 compétences clés. Voilà, ça se développe. À ce jour, on a 100 certifiés. Le nombre d'OH, donc d'organismes habilités, est à 20. On a également 101 candidats en cours de formation. Ok, donc prochainement 200 certifiés. Bien sûr. Et donc tu disais tout à l'heure 20 jurés. C'est ça. Voilà, donc les jurés qui ont une petite caractéristique, c'est soit ils sont en interne chez nous, donc vous deux vous êtes aussi jurés. Oui, voilà. Exactement. Et vous intervenez dans un jury d'évaluation avec un externe, donc une personne qui a de l'expérience en IA et que l'on a qualifié pour intervenir. C'est ça. Et qui est président de jury. C'est ce que j'allais dire, c'est très important. En fait, le jury externe, il est président du jury d'évaluation parce que nous, forcément, on est déjà en lien avec les candidats en amont de leur évaluation. Donc, d'un point de vue... souci d'impartialité. Ouais, c'est plus impartial, c'est pas nous qui avons la décision finale. Ouais, non, mais ça, c'est chouette. Donc, au bout d'un an, on pourrait se dire, finalement, en un an, sans certifier, c'est pas beaucoup. Comment vous expliquez ce chiffre, vous ? Pourquoi, au final, ça pourrait être considéré comme peu au regard de l'intérêt de l'IA générative sur le marché? La dynamique, là, elle est croissante parce que ça arrive. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'utilisent pas l'IA aujourd'hui, qui prennent conscience que ça peut être super pour eux de le faire, en tout cas, et d'apprendre à bien l'utiliser, notamment.
d'un point de vue déjà RGPD, tout simplement. Je pense aussi que c'est parce que déjà nos organismes habilités, on les sélectionne avec minutie. Ils ont des prérequis auxquels il va falloir répondre. Ils ont un parcours qu'ils vont devoir suivre chez nous, en tout cas, qu'on a créé nous. Et puis le temps de la mise en place, tout simplement. Par exemple, s'ils n'ont pas l'expérience EDOF, c'est très long de monter un dossier EDOF. Il va falloir un certain temps. Donc là, on sent que vraiment la dynamique de fin d'année, elle est haute. Elle est en train de bien monter et que là, ça promet de belles sessions pour la fin de l'année et pour début 2026 déjà. Ouais. Tu as dit un truc intéressant, c'est que les entreprises, alors soit ne se servent pas forcément d'IA, ou alors elles n'ont peut-être pas conscience que leurs salariés s'en servent. Elles l'utilisent mal. Ouais, et ça, c'est un truc on avait rédigé un article là-dessus sur le Shadow AI. Vous savez, l'IA de l'ombre. C'est tous ces salariés, toutes ces personnes qui s'en servent, qui ne le disent pas à leur manager, à leur directeur, parce que elles ont peur d'être cataloguées comme tu donnes ton boulot à l'IA, et puis aussi elles ont peur des représailles, du service informatique et autres. Et donc il y a aussi cet effet-là, mais comme tu le disais aussi, il y a aussi surtout qu'on choisit nos OH, donc nos organismes habilités, avec minutie. Ça dessert un petit peu, je dirais, l'enjeu économique de la certification, si on parle purement business, parce que forcément, plus on a d'organismes habilités sur un marché, plus il y a de candidats. Et c'est un cercle vertueux. Maintenant, je pense que vous l'avez vu parce que vous travaillez dans le quotidien aussi là, depuis janvier 2025 sur l'IA. C'est long d'habiliter un organisme parce que on va vérifier qu'il dispose bien de compétences, d'organisation et autres. Et on se voyait mal en habilité 150 parce que derrière, il y a quand même une crédibilité à garder aussi, avec le fait qu'on est aussi certificateur Calliope en parallèle, on peut pas faire n'importe quoi. La dynamique, c'est sûr qu'elle paraît un petit peu faible au regard du domaine d'activité, mais maintenant, c'est que quand on voit les courbes et quand on voit l'évolution, naturellement, ça suit son cours et ça monte en puissance, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Peut-être pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, concrètement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le fonctionnement d'une évaluation? Que je sois d'ailleurs un candidat libre ou quelqu'un qui soit formé par un organisme de formation, comment ça se passe? Donc, j'ai fait ma formation ou je suis déjà expert de l'IA et je veux faire reconnaître mes compétences sur le sujet. Comment ça se passe? Comment fonctionne l'évaluation? L'évaluation se scinde en 2 parties. Il y a d'abord un rapport écrit qui est composé, lui, de 10 pages maximum, qui vient venir vérifier les 4 premières compétences. Et ensuite, il y a un oral qui est prévu. Sur le rapport écrit, c'est quoi, en fait, concrètement? Tu vas avoir quoi? C'est un cas d'usage? Oui. Alors, il peut être réel ou fictif. Le candidat, lui, va venir vraiment s'appuyer donc sur les 4 premières compétences que tu as bien redit tout à l'heure. C'est lui qui choisit son cas d'usage. C'est lui qui choisit son cas d'usage, exactement. Donc ça, c'est important. En fonction de son métier, c'est lui qui va prendre son cas d'usage. Donc, réel ou fictif, donc ça, j'ai bien compris. Et chose importante, en fait, il va reprendre son projet. J'ai généré par exemple des images pour une campagne de com, et donc il va reprendre chaque compétence, 1, 2, 3, 4, pour expliquer tout son cheminement. Tout son process, exactement. Tout ce qu'il a fait. Et il va se servir de l'IA pour générer son rapport écrit, peut-être. Exactement. Et justement, pour éviter d'avoir que ça, on a cette évaluation orale. Exactement. Donc là, je te laisse un peu la présenter. Qui vient vérifier la 5e compétence. Donc, ce n'est pas un résumé du rapport écrit. Vraiment, là, il va venir parler des risques, des biais éthiques qu'il a pu rencontrer lors de son projet. Et donc, cet oral dure 10 minutes. Et ensuite, il y a 10 minutes d'échange avec le jury. Donc c'est en visio. Exactement. C'est ça. Donc, deux jurés. Oui. Il y a un rattrapage possible pour ceux qui éventuellement soit échouent à leur oral, donc à la compétence 5, ou alors il y a un petit trou dans la raquette dans le rapport. Comment ça se passe derrière? Ils ont 2 mois en fait pour nous renvoyer les éléments, les livrables, s'ils ont échoué sur une compétence. Si ils échouent sur la compétence 1 à 4, ils vont devoir nous renvoyer un rapport écrit complet. Donc ça va être juste un envoi par mail. Par contre, s'ils échouent à la compétence 5, ils vont devoir repasser un oral d'évaluation. Ils ont 2 mois pour le faire, pour replanifier une date ou alors nous renvoyer le rapport écrit.
S'ils ne le font pas, là, ce sera un repassage de la totalité des compétences. On en parlait quand on a préparé cette vidéo. Tu nous disais que donc, sur les 100 certifiés actuellement, Oui, il y en avait à peu près une dizaine qui c'est étaient ça. passés au rattrapage, Oui. Exactement. 14, oui. mais qui l'ont eu quand Qui même. l'ont rattrapé Mm. par la suite. Il n'y a que 2 ou 3, je crois, candidats qui ne l'ont pas eu. Exactement. Ça reste accessible. Oui. Mm. Il n'y a pas un taux de réussite à 100%. Ce serait un peu bizarre. Mais en tout cas, ça reste accessible. Et Ok. puis on a un suivi rigoureux quand même de nos candidats. Donc on reste quand même derrière eux. On ne va pas les lâcher dans la nature en leur disant vous avez échoué à telle compétence. On essaye de les guider pour qu'ils réussissent au mieux. Et Oui, lorsqu'ils échouent, ils ont accès à leur grille d'évaluation pour vraiment reprendre les points à améliorer. Les prérequis pour obtenir la certification, j'imagine qu'il y en a. Oui, il y a le bac plus 2. Donc Ouais. la personne doit avoir un bac plus 2 sur un large sujet de génération. Ouais, c'est pas un Voilà. bac plus 2 en IA, c'est un Non. bac plus 2 du moment que dans le bac, on génère du contenu. Exactement. C'est un métier en lien avec du contenu, que ce soit du texte ou de l'image et autres, ça fonctionne. Totalement. Oui, c'est ça. Oui. Tout simplement une assistante de Oui. gestion. Mm. Elle va pouvoir en tout cas venir passer la certification puisque Laura, Elle elle produit peut du contenu. utiliser du contenu pour LinkedIn, des comptes rendus, des choses comme ça. Mm. Donc c'est très large. Et c'est aussi les diplômes de niveau, bac plus 2. Et également, on demande une expérience pro donc de 6 mois à la fonction donc, de création de contenu. Donc Ok. pareil, ça peut être très large aussi. Pour planifier les sessions d'éval, il y a une appli, c'est ça? Oui, qui est en Donc- train de se mettre en place. Ok. C'est tout nouveau chez nous. C'est en cours. Donc du coup, elle va vous permettre de planifier, de choisir vous-même votre date de session d'évaluation. Vous allez arriver sur une plateforme sur laquelle il y aura plusieurs sessions et vous n'avez plus qu'à sélectionner la date et l'heure que vous souhaitez. Ok, super. Donc nous, on crée les sessions, on organise ouais. les jurés 1, 2, Mm. et derrière, Le candidat reçoit sa convocation génial. et après, il aura un espace sur lequel il pourra déposer ses livrables, donc le rapport écrit et le support de présentation orale, 15 jours avant sa date d'évaluation. Donc tout est quand même bien guidé pour le candidat, il Oui. n'y a pas de... Il a accès aux Exactement. consignes, à des fiches de préparation, au référentiel. Un partenaire clé dans les certifications RS, quand on est certificateur comme nous, c'est forcément dans ce qu'on appelle nous les OH, les organismes habilités. Oui. Alors la petite particularité, c'est que chez nous, ils ne sont habilités que à former Oui. et pas à eux-mêmes organiser leur propre jury. Exactement. Ça, c'était un choix dès le Mm. début pour avoir la main sur l'évaluation et pour harmoniser aussi les pratiques d'évaluation. Parce que quand on a 100 OH et que les 100 OH font leurs 100 jurys distincts, il y a Oui. forcément... Voilà, après, il faut être derrière leur dos, il faut les contrôler toutes les 5 minutes, c'est un peu compliqué. Et donc, nous, on a fait ce choix un petit peu inverse. Est-ce que vous pouvez en parler justement de cette habilitation? Comment ça marche? C'est quoi aussi l'avantage de faire ce qu'on fait aujourd'hui? Même si c'est un peu contre-intuitif sur le marché. Et du coup, l'organisme habilité, il va uniquement justement être habilité à former ses apprenants. On lui enlève en fait l'épine du pied du passage d'éval. Et du coup, ça reste de la responsabilité de Certifopac, de vraiment faire ce côté certification. Donc ça veut dire que c'est l'organisme habilité, il n'a pas besoin de recruter ses jurés. Il n'a pas besoin de sélectionner, d'enlever du temps peut-être à certains de ses formateurs pour être jurés d'évaluation eux-mêmes. Nous, on va vraiment s'occuper de cette partie-là. On va prendre les jurés eux-mêmes, on leur fait passer la certification. Donc en plus, ils ont cette connaissance vraiment des attendus du référentiel. On s'occupe de toute cette gestion et je pense que ça allège pas mal leur esprit. Ils sont hyper contents de ce côté-là. Ils se concentrent sur leur C'est formation. ça, exactement. Une C'est un fois vrai que la gain de temps formation est pour eux aussi. terminée, nous, en parallèle, on leur donne l'appli. Les candidats peuvent s'inscrire et puis peuvent aller planifier leur session. C'est un peu chacun son métier, quoi. Eux, ils forment, nous, on certifie. Donc, je disais, c'est un peu contre-intuitif sur le marché parce qu'il y a beaucoup de modèles économiques dans les certifications RS, RNCP où il y a cette habilitation à évaluer. Mais derrière, on comprend aussi que c'est lourd à gérer, que c'est lourd à mettre en œuvre. Donc, nous, on a voulu faire ce choix. Dernière question avant de faire un petit bilan. Comment devenir OH? Tout simplement, on organise déjà une petite visio de présentation ensemble. Donc, on prend un temps pour échanger avec vous. Il faut que vous soyez certifié Calliope. On demande désormais l'expérience Head-Off parce que, comme je l'ai expliqué plus tôt, dossier Head-Off, c'est très long, donc ça retarde beaucoup l'habilitation. Donc, on demande que vous ayez l'expérience Head-Off. On va vous demander que vos formateurs passent la certification. Ce n'est pas une obligation, mais une grosse recommandation quand même de notre part
parce qu'ils seront encore plus à même de connaître les attendus vraiment pour ce passage et de pouvoir l'expliquer à vos apprenants. Et on vous demande aussi de faire un parcours d'initiation. Donc il y a plusieurs modules. Vous avez un module sur EDOF, un module sur le référentiel, sur le passage de certification, avec des petits QCM à la fin. Après, vous allez réaliser l'habilitation. Donc du coup, on vérifie qu'ils aient bien les prérequis pour être habilités. Et on va leur demander un engagement de leur part de 10 IPAS. Donc ce qu'on appelle IPAS chez nous, c'est des passages d'évaluation. Ça veut dire qu'ils s'engagent dans un premier temps à nous envoyer à minima 10 candidats. Ok. Et ces IPAS sont valables 1 an. Oui. Ouais. Donc moi, je suis un OH, j'achète mes 10 IPAS. Chaque candidat que j'envoie, ça décompte un IPAS. C'est ça. C'est ça. Et le IPAS, au final, que je vais payer, donc c'est 248,50 Ok. hors taxe. Donc là, ça comprend le passage de l'éval, le suivi du candidat, la transmission de son certificat, C'est ça. la transmission aussi au passeport de compétences. Oui. Hein, ça, on n'a pas encore parlé. Mm. Mais voilà, c'est vrai que c'est comme on le disait, vraiment chacun son métier. La formation se termine, boum, le candidat Bon, On relais. prend le relais passe son directement. éval et derrière, tout se passe bien, quoi. Ok. Bah, merci en tout cas, c'était très intéressant. Ça permet aussi de faire un petit bilan assez court et concis sur la certif IAG. Est-ce que vous avez des choses sur lesquelles vous vouliez rebondir? Là, on a une belle fin d'année qui s'annonce, donc on a hâte parce que c'est vrai qu'on a des super sujets de la part de nos candidats, du fait que ce soit des projets réels ou fictifs, ça ouvre un gros éventail de possibilités. Et on adore en tout cas ce rôle de juré qu'on a en interne, et on se fait vraiment plaisir à écouter nos candidats et à avoir ce côté en fait très humain aussi, parce qu'on est là. Alors c'est en visio, mais on est quand même face à une vraie personne et pas comme. Ouais, c'est pas un test en ligne Oui, c'est Non, ça, c'est avec un exactement. quiz. Il y a de Ouais. l'humain Ouais. et oui. Ok. Très enrichissant comme aventure. Donc on a hâte de voir la suite. C'est ça. Bon, super. Et ben, merci pour votre enthousiasme. Merci. Et puis, Merci. je vous dis à bientôt pour en savoir plus sur cette certification. À bientôt. À Merci. bientôt.